Hello, moi c'est Cécile. En bonne enfant des années 90, je suis en pleine crise existentielle pré-trentaine. Du genre, qu'est-ce que je veux faire quand je serai grande? Est-ce que je suis vraiment bien dans ma vie? Et surtout, c'est quoi le sens de tout ça en fait? Ni vraiment Gen Z, ni complètement millennials. Je fais partie de cette génération un peu paumée, il faut le dire, au futur incertain et aux pensées comparables à un tas de gribouillis. Comme vous, j'ai plein de questions. Et je vous préviens tout de suite, j'ai zéro réponse. Rien, niet, nada. Mais en parler pour se sentir moins seul, ça réchauffe toujours un peu le cœur. Ici, pas de coach de vie, pas de recette miracle. Juste des réflexions en vrac, des interrogations et une porte ouverte pour tenter d'y répondre. Bienvenue dans Flou, un podcast aussi flou que nos avenirs pour les cerveaux un peu embrouillés. Hello et bienvenue pour ce nouvel épisode qui est le deuxième hors-série de toute la vie de Flou. Et hors-série pourquoi? Parce qu'encore une fois, je ne serai pas seule au micro, mais de nouveau bien accompagnée et je vous en dis plus très vite. Mais pour la mise en contexte, est-ce que ça vous est déjà arrivé de raconter une histoire qui vous a profondément touché à vos proches et qu'on vous réponde « Oh mais ça va, t'abuses » ou encore qu'un ami fasse un petit move nul sans importance, mais que ça vienne vous mettre très fort en colère? On a tous eu ou été confrontés à des réactions disproportionnées. Ce genre de moment où personne ne comprend vraiment pourquoi vous partez au quart de tour, alors que vous, à l'intérieur, vous sentez que ça boue fort. Souvent, après coup, on se demande « Mais pourquoi est-ce que j'ai réagi comme ça? Est-ce que c'était vraiment moi? Ou est-ce que c'était mes émotions, mes blessures et mes vieux démons qui ont parlé à ma place ?» Eh bien, mesdames et messieurs, c'est de cela dont nous allons parler aujourd'hui. Et pour creuser le sujet, je me suis dit que ce serait intéressant d'inviter Anaïs. Hello Anaïs! J'espère que ça va. Est-ce que tu peux te présenter brièvement, s'il te plaît? Hello Cécile, salut tous les auditeurs de Flou. Donc moi je suis Anaïs Cassagnier, psychologue clinicienne en libéral sur Annecy depuis bientôt 8 ans maintenant. J'exerce donc à mon cabinet et je prends en charge des gens de tous âges, notamment sur des problématiques de psychotrauma, de violence, de burn-out, de symptomatologies diverses, de débordements émotionnels, troubles psychiatriques. Et je pense que c'est dans ce contexte-là que tu m'as demandé de venir discuter du sujet du jour avec toi. Ouais, parce que t'as l'air plutôt calée, du coup, au vu du CV. Je suis super contente que tu sois là aujourd'hui parce que ça faisait un moment que j'avais ce sujet en tête qui, du coup, est pourquoi j'ai réagi comme ça. Et je ne voyais pas trop comment m'en dépatouiller sans l'aide d'une pro parce que ça reste quand même assez complexe. Donc c'est parti, on va essayer de remettre un peu d'ordre dans tout ce bazar pour essayer de se comprendre un peu mieux soi-même et de mieux comprendre les autres par la même occasion. Et je pense que ça passe par faire un petit récap de ce que nous sommes, ou en tout cas d'une partie de ce que nous sommes, c'est-à-dire nos émotions, nos schémas, nos traumas et tout le tintouin. Anaïs, dis-nous tout, c'est quoi une émotion? En effet, il y a quand même beaucoup à dire. Une émotion, ça vient du préfixe latin ex qui veut dire sortir et le radical mover qui veut dire mouvement. Donc une émotion, c'est un mouvement qui sort vers l'extérieur. Et nous pouvons dire que les émotions nous mettent en mouvement à l'intérieur de nous comme à l'extérieur. Elles nous rendent vivants. On dit qu'une émotion est un état affectif composé de sensations physiques agréables ou désagréables liées à une situation précise, un stimulus ou un déclencheur. Les émotions s'expriment par un langage non verbal. Donc, une émotion est déclenchée par une situation ainsi qu'une série d'évaluations de notre cerveau. Les émotions sont donc des ressentis subjectifs dont le but est de signaler et de nous pousser à agir. J'ai l'impression que les émotions, c'est un truc qui est assez primitif quand même, presque de l'ordre de la survie. Genre à l'époque de la préhistoire, les gars devaient probablement ressentir de la peur à la vue d'un mammouth et pour leur signaler qu'il faut fuir dans le but de vivre. C'est ça, non? En effet, Paul Ekman a répertorié 6 émotions de base, qu'on appelle les émotions primaires, qui sont en quelque sorte préprogrammées génétiquement. On y retrouve la joie, la colère, la tristesse, la peur, la surprise et le dégoût. Chacune correspond à une mimique du visage. Ce sont comme une matière première sur lesquelles on peut fabriquer nos autres émotions. Toute notre vie, nous faisons de l'apprentissage émotionnel. On parle alors d'émotions secondaires qui sont apprises par l'éducation, l'histoire personnelle, etc., etc. Ce n'est pas quelque chose qui est linéaire. On parle aussi d'émotions sociales qui sont les émotions qui appartiennent à la relation aux autres. Donc, par rapport à soi, une émotion est un indicateur d'un changement, de quelque chose qui se passe mal. C'est un signal. Par rapport à l'autre,
Dans l'interaction aux autres, les émotions ont une fonction d'orientation de la conduite et une fonction sociale commune dans un groupe. Donc, dans ma pratique, en fait, auprès des adultes, j'ai créé des cartes pour les adultes avec des définitions de ces émotions et à quoi elles servent. Parce qu'en fait, les émotions, ça sert à quelque chose. Donc, je vais vous faire une mini synthèse pour pas parler pendant 107 ans. En gros, la tristesse, qu'est-ce que c'est? C'est l'émotion du manque. C'est un relâchement lorsqu'on a une perte, un manque, une attente non satisfaite. Elle s'accompagne des sentiments de vide et d'absence. Et à quoi elle sert? En fait, elle nous sert à accepter la réalité. La peur, elle nous alerte en cas de danger. C'est un radar à tout ce qui pourrait être une menace pour notre bien-être. Et du coup, à quoi elle sert? Elle a un rôle protecteur, comme les petits... Le mammouth. Ouais, avec les mammouths. Ça nous permet de nous garder en sécurité et de nous sentir bien dans notre environnement. La colère, elle, petit teaser, parce que personne n'en parle jamais comme ça, alors que c'est hyper important, c'est une réaction de protection. Et oui, elle vise à préserver notre intégrité quand nos limites ont été transgressées et que nous nous sentons envahis. À quoi elle sert, du coup? Elle nous sert à nous faire sortir de l'impuissance et elle nous pousse à nous positionner et affirmer notre identité pour nous défendre. Donc, hyper important, la colère, en fait. La surprise, c'est une émotion qu'on ressent quand la soudaineté d'une situation ne nous permet pas de mobiliser nos ressources habituelles. Donc, elle nous aide à nous adapter à l'imprévu, à quelque chose d'inattendu. C'est la seule émotion qui peut être à la fois agréable ou désagréable. Donc, c'est quand même à noter. Le dégoût, il nous met à distance de la toxicité. Il nous indique que quelque chose ou quelqu'un nous est nuisible. Le stress, il survient lorsqu'on a du mal ou qu'on n'arrive pas à s'adapter à quelque chose, un imprévu, un événement urgent ou une personne exigeante. Ça montre un déséquilibre entre un objectif et la capacité à le réaliser. Et enfin, la petite dernière, la joie, l'énergie du bien-être, émotion capitale à partager. Elle ne peut se manifester, par contre, que si la peur, la colère et la tristesse sont bien exprimées. Elle a pour fonction de générer du plaisir. Voilà. On a tendance à dire que toutes les émotions sont légitimes, qu'il faut pas les étouffer, etc. Mais est-ce que c'est foncièrement vrai? Parce que parfois, nos émotions, elles provoquent des comportements excessifs qui peuvent faire du mal aux gens autour de nous. Et à contrario, il y a des personnes qui sont super expressives, d'autres qui laissent rien transparaître. D'où est-ce que ça vient, en fait, ces différents dosages émotionnels? Est-ce que ça vient de l'éducation? Et surtout, est-ce qu'on peut apprendre à les réguler, à les écouter sans se laisser submerger ou, au contraire, apprendre à leur donner plus de place? Moi, je sais qu'il y a une époque où je voyais une psychologue et quand je lui racontais quelque chose, elle me demandait invariablement « Et qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là ?» Et je répondais tout le temps « De la colère !» C'est un peu elle, avec le temps, qui m'a appris à ressentir d'autres émotions et à les reconnaître surtout. Tout ça pour dire, est-ce que certaines émotions priment sur d'autres? Et du coup, est-ce qu'elles sont vraiment fiables? Parce que si je pensais que c'était de la colère alors qu'en réalité, ça n'en était pas, comment je peux vraiment jauger finalement? Moi, je dis toujours à mes patients que ce qu'ils ressentent, c'est quand même vrai. L'extérieur, certes, le social peut leur envoyer « c'est trop » ou « t'es extrême dans tes réactions ». Donc, en gros, ça peut être décalé par rapport à une norme sociale. Ce dont on peut souffrir, c'est donc d'avoir un décalage entre comment on ressent et exprime ses émotions et le code du social dans lequel on se trouve. Parce qu'en gros, les émotions qu'on exprime à Paris, c'est pas les mêmes qu'on exprime à Tokyo, quoi. Donc, bon. J'ai un certain nombre de mes patients qui ont pu m'exprimer « j'aimerais ne plus rien ressentir ». De quoi faire bondir intérieurement la psy que je suis. Nos émotions, comme j'essaye de le démontrer, sont de super guides dans la vie quand on sait les reconnaître, les analyser et en faire quelque chose. C'est un peu comme une cartographie. Donc par exemple, si toi t'étais tout le temps en colère, on peut t'interroger sur quelles limites étaient transgressées, comment tu te positionnais ou pas du coup, et de quoi fallait-il te protéger. Par contre, en effet, quand on a l'impression de souffrir de nos émotions, quand on est constamment débordé ou en décalage fort avec notre cadre social, là, il faut qu'on aille se poser des questions de qu'est-ce qui déclenche des choses aussi intenses. Pourquoi on semble avoir des émotions dérégulées? Et donc, là, emmène le sujet des schémas et des traumas potentiels dans lesquels nous sommes pris plus ou moins consciemment. Donc là-dessus, pour le coup, un psy, c'est pas mal. Et si on stimule nos émotions agréables,
Si on stimule nos émotions agréables, on fait aussi naturellement baisser notre taux chronique de stress. En fait, la zone est activée même pour un souvenir, la zone cérébrale. Le cerveau, petite astuce, ne fait pas la différence au niveau émotionnel entre un événement passé, présent ou une anticipation future. Les gens qui stimulent leur cortex préfrontal gauche, qui est le cortex des émotions agréables, seront plus à même de savoir gérer leurs émotions. On peut le faire avec de la visualisation, mentalisation de situations positives. Donc en gros, si on fait une mini conclusion des émotions, la prochaine fois qu'on vient me dire là t'abuses un peu trop, je pourrais clairement répondre va te faire voir parce que mes émotions elles sont toutes légitimes et pas too much. Ouais, Cécile, sois pas si binaire. Dans la vie, il y a aussi quelque chose de très important que l'on est en train de perdre, je trouve, dans notre société actuelle, qui s'appelle l'empathie. À savoir, c'est littéralement se mettre à la place de l'autre. Donc, il faut discuter, communiquer, afin de pouvoir comprendre les points de vue et les réactions de chacun et ne pas faire mieux. Et je voudrais qu'on s'attarde maintenant sur les schémas. Pour moi, ça s'apparente un peu à une forme de routine, une habitude positive ou non que tu as intégrée avec le temps et que tu répètes en boucle. Mais tu sauras sûrement l'expliquer d'une meilleure manière que moi. Un schéma, ça va être un apprentissage conscient ou inconscient que l'on fait en fonction de nos expériences et ou de nos traumas. Chaque personne, en fonction de sa structure psychique et de sa personnalité, va faire ses apprentissages. Nous en avons tout un tas que nous développons quand nous sommes petits. Là où ça peut être embêtant, c'est si certains sont dysfonctionnels et s'activent encore et encore en nous faisant souffrir. Exemple, je suis un enfant de 5 ans, je vais traverser au passage piéton avec mon père. Je m'y hâte et une voiture arrive à fond. Mon père m'attrape fort le bras, me soulève, me balance derrière et me fout une baffe. C'était bien les darons des années 80. Quels apprentissages on peut faire de ça? Le monde est dangereux. Je ne suis pas en sécurité par moi-même. Mon père me protège. Quand on m'aime, on me violente. Ou encore, pour me protéger, on peut faire appel à la violence. Et donc là déjà, dans ce petit exemple, on peut voir différents schémas s'écrire à partir d'une même situation. Et puis quand on est petit comme ça, en fonction de ce que l'on retient, on ira ranger ce fichier dans les expériences qui viendront alimenter ça. Mais du coup, là dans cette situation, dans l'exemple que tu prends, si mon père ne le fait qu'une seule fois, est-ce que ça peut devenir un schéma? Ou est-ce qu'il faut que la situation elle se répète et qu'à chaque passage piéton, il me mette une baffe pour que vraiment ça s'intègre en moi? Pas tant. C'est-à-dire que si on revient à cet exemple-là et que tu as ouvert un début de fichier quand on m'aime, on me violente, toutes les autres situations qui pourront venir renforcer ce schéma-là vont être retenues. S'il n'y en a pas du tout, ça peut pas être trop gênant. Mais imagine qu'en CE1, ta meilleure amie te pousse dans les escaliers de l'école. Qu'à l'adolescence, tes parents divorcent, ne s'entendent pas du tout et t'instrumentalisent pour savoir avec qui tu veux être et du coup qui t'aime le plus. C'est violent quand même. Et tout ça parce qu'on t'aime. Un temps soit peu que tu rencontres un garçon qui commence à pas être très sympa avec toi, qui te rabaisse dans une période où tu es vulnérable. Et là, mine de rien, on a le combo gagnant d'un schéma qui va durablement s'ancrer. Et tu auras tendance à ne pas reconnaître la violence comme étant réellement violente, mais à la minimiser au nom de l'attachement. Donc en gros, c'est plein de petites choses qui viennent s'insinuer au fur et à mesure de notre quotidien et de l'âge qui passe. Et enfin, on arrive au fameux trauma dont on entend un peu parler à toutes les sauces en ce moment, notamment sur les réseaux. Donc ça va être vraiment bien de remettre l'église au milieu du village avec une vraie explication du mécanisme. En effet, on en entend beaucoup parler. Donc c'est pas mal de refaire un peu de psychoéducation là-dessus. Alors le terme trauma, ça vient du grec qui signifie blessé ou transpercé. Lors d'un traumatisme psychique, ce qu'on appelle l'enveloppe psychique se transperce. C'est-à-dire que le choc est si intense pour le psychisme que l'enveloppe ne peut plus faire son rôle de ce qu'on appelle par excitation. Donc en somme, je résume souvent à mes patients que les forts stress sont des entorses du mental. Là où le trauma, c'est une fracture du mental. La fameuse, quoi. Mais elle n'est pas drôle, celle-là. À savoir aussi que n'importe quoi, et je dis bien n'importe quoi, peut faire trauma chez un être humain, un temps soit peu qu'il trouve que sa vie soit menacée.
Donc, pour ça, je vais citer dans le livre Cette douleur n'est pas la mienne, qui est vraiment incroyable. Donc, je cite: une des caractéristiques du traumatisme, aujourd'hui prouvée scientifiquement et connue de beaucoup d'entre nous, c'est l'incapacité qu'il provoque en nous à nous exprimer clairement dans ce qui nous arrive. Non seulement les mots nous manquent, mais notre mémoire est également affectée. Au lieu de ça, des fragments de souvenirs, sous forme d'images éparses, de sensations physiques et de mots sont entreposés dans notre inconscient et réapparaissent parfois plus tard, à l'occasion d'un événement qui n'a plus rien à voir avec l'expérience première. Une fois déclenchés, ces souvenirs fragmentés nous font revivre des aspects du traumatisme originel dans notre vie quotidienne. Donc, pour résumer, le trauma, c'est un moment hors temps et hors monde. On sort de la frise du temps et de la vie. C'est pour ça que c'est très important de pouvoir travailler avec une personne en trauma, la réintroduction de l'expérience vécue. Rapidement, c'est mieux, c'est le rôle des CUMP notamment, afin que les fragments sensoriels, hors temps et hors monde, ne restent pas un peu en flottement comme ça dans notre psychisme. C'est quoi les CUMP? Centre d'urgence médico-psychologique. Tu sais, c'est des trucs genre t'as un attentat, t'as, je sais pas, machin il est mort à l'école, t'as une CUMP qui est déployée. C'est genre, c'est un truc du SAMU. Ok. Donc en gros, ce que tu es en train de dire, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir survécu à un crash d'avion ou de revenir de la guerre pour être victime d'un trauma. En fait, le traumatisme psychique, c'est dû à cette impression à un moment que ta vie, elle est menacée. Vraiment. Et ça peut arriver sur plein de choses différentes et même sur un événement. Une personne peut avoir un trauma et pas une autre. Par exemple, je vais me servir de mon expérience en pôle de cancérologie. Tu prends 2 patients. Tu leur annonces le même cancer. Il y en a un qui va subir un énorme stress. Normal. Ça va être très compliqué, mais de par son histoire, ses représentations, il va trouver ses ressources pour se dire « Ok, c'est quoi le plan ? Je vais me faire accompagner et on va faire step by step. » Mais l'autre, de par son histoire et aussi ses propres représentations, en entendant ça, en fait, il va voir sa mort. État de choc, sidération, plus rien ne peut se glisser là-dedans. C'est un figement total. Donc là, très important d'aller aussi travailler avec ces patients-là. Pourtant, tu vois, une même situation ne va pas faire trauma pareil. Après, bien sûr que c'est difficile de faire trauma d'une situation positive, quoi. Donc, c'est forcément des situations un peu négatives. Moi, ça m'est souvent arrivé d'avoir des discussions importantes avec des gens, des proches de la famille, des ex, par exemple, ou quoi. Et après, quand je dois faire le débrief à mes copines, je me rends compte que quand j'essaie d'y repenser ou de les raconter, je m'en rappelle quasiment pas, alors que c'est tout frais. Peut-être que ça s'est passé 1 heure avant. Je pourrais donner une impression globale de la discussion, mais je serais incapable de redire des phrases précises de l'échange. Est-ce que c'est ça un trauma, puisque c'est une forme de blackout un peu? Pas exactement, parce que, je pourrais pas dire que c'est un trauma, car t'as pas eu, j'espère pas, la sensation que ta vie ou ton intégrité profonde était menacée à ce moment-là. À la limite, on peut parler d'un mécanisme de défense qui s'appelle le refoulement, qui est une censure inconsciente. Parce que, pour X ou Y raison, ça bloque, on veut pas y repenser. Ou pas y repenser tout de suite. Donc, je pense qu'on serait un petit peu plus sur ce truc-là. Et il y a quelques années, j'ai travaillé au sein d'une association de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Et j'ai découvert le concept d'amnésie traumatique. Ça va peut-être pas concerner grand monde dans ce podcast, ça va peut-être pas parler à grand monde non plus. Je trouve que c'est un mécanisme dont on entend beaucoup parler dans les sphères féministes, et pas tant auprès du grand public, alors que c'est juste un brillant exemple de comment notre cerveau est bien foutu pour nous protéger quand même. Donc je trouverais ça intéressant aussi bien pour les hommes que pour les femmes qui nous écoutent de en parler rapidement et que tu nous en touches quelques mots. Écoute, déjà, on sait pas trop si ça concerne beaucoup de monde ou pas qui va écouter ce podcast, étant donné qu'une personne en amnésie traumatique ne sait pas qu'elle l'est jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus. Donc, dans le doute, on va faire un peu d'éducatif. Comme tu dis, ça fait pas de mal. En gros, d'après le DSM, qui est un manuel de psychiatrie internationale, l'amnésie dissociative est une amnésie, c'est-à-dire une perte de mémoire provoquée par un traumatisme ou un stress résultant en une incapacité à se souvenir des informations personnelles importantes. De façon générale déjà,
On a vu qu'une victime de trauma, elle est hors mots, hors temps, comme je l'expliquais avant. Donc, elle peut avoir beaucoup de mal à raconter, à se remémorer, se souvenir. D'où le fait que parfois, dans les auditions des victimes d'agression, par exemple, elles vont pas raconter de la même façon, elles seront perdues sur des détails qu'on leur a demandé d'éclaircir. Et parfois, en fait, on oublie carrément ce qui s'est passé, car on n'est juste pas en capacité de synthétiser l'expérience. Tu le disais très bien, en fait, notre cerveau, il se protège, mode survie, clac. Mais ces expériences, d'une façon, elles viennent tout de même influer sur nos comportements, nos symptômes. En fait, elles sont pas effacées, elles sont là, mais plus dans notre mémoire. Et c'est ça, nous, psychologues, qu'on essaye toujours de décoder. Qu'y a-t-il dans la partie submergée de l'iceberg? Ah, waouh. Et finalement, est-ce que c'est possible du coup de guérir d'un trauma de la même manière qu'il est possible de réguler une émotion ou de briser un schéma, par exemple? Moi, ma position, c'est que je dirais que, comme une énorme plaie ouverte, si on ne la travaille pas, elle peut rester béante, voire s'infecter. Si on la travaille, elle peut cicatriser. Mais comme toute cicatrice, on peut l'oublier parce qu'elle fait partie de nous, mais on sait qu'elle est là quelque part. Et quand on la regarde bien en face, même si c'est refermé, ça nous renvoie tout de même à ce qui s'est passé, même si on peut être plus apaisé. Donc on peut vivre avec de façon plus apaisée, mais on n'oublie pas et on n'efface pas. Alors, si on devait résumer rapidement, mais concrètement la différence entre les trois, les émotions, les schémas et les traumas, qu'est-ce que tu dirais? Je dirais que les émotions sont ce qui nous met en mouvement, ce qui nous fait vivre au niveau psychique. Elles sont les détecteurs psychocorporels de notre environnement. Sans émotion, comme on le disait au tout début, nos ancêtres, ils seraient pas allés bien loin, car comme tu disais plus haut, les hommes préhistoriques, ils auraient pas su se protéger sans les émotions. Ils auraient pas fait d'apprentissage. Ce sont aussi grâce à nos émotions que nos civilisations se sont formées, car avec les émotions sociales, nous avons pu fonctionner avec des règles. Même si c'est pas toujours simple, CF, ton podcast sur les règles avec Alan. Les schémas, donc, sont les apprentissages que l'on va faire en fonction de ce que l'on vit. Donc, aussi, en fait, en fonction de nos émotions. Et les traumas, ce sont les expériences que l'on vit qui vont nous transpercer car nous ressentons une menace vitale. Et ils nous amènent hors sol et hors temps pendant ce temps-là. J'ai l'impression que la génération 90, dont on fait partie, c'est un peu la première génération à se poser des questions et à effectuer un travail de déconstruction, à aller voir des psychologues. J'ai beaucoup de personnes autour de moi, principalement des femmes d'ailleurs, qui vont voir un psy pour résoudre leurs problèmes et devenir une meilleure version d'elles-mêmes, ou d'eux-mêmes quand c'est des hommes. J'ai beau me sentir en phase avec ce mouvement et être pour ces séances introspectives, je me demande quand même si parfois on se pose pas un peu trop de questions à vouloir suranalyser nos réactions et celles des autres, quitte à ce que ça devienne contre-productif, quoi. Je vois. Déjà, moi, je voulais rajouter que j'ai quand même pas mal d'hommes au cabinet et ça fait quand même du bien aussi. Ils existent. Oui, et ils viennent travailler sur eux et de façon très active et en fait, c'est génial. Mais peut-être qu'ils osent pas le dire dans la vraie vie. Tu sais, à leurs potes et tout. Et pour répondre à tes questions, on va dire que la psyché humaine, elle est construite à partir de notre système social. On sait qu'une chaise, c'est une chaise parce qu'en fait, on nous a appris que c'est une chaise. Mais du coup, comme tu le soulignes, quand on déconstruit beaucoup de choses qui sont en place depuis longtemps, ça vient amener quelque chose de vertigineux socialement. Et pour chacun d'entre nous, autant positif soit ce changement. Je pense à la place des femmes, des causes LGBT, de l'écologie, de tout, en fait, finalement. Donc, c'est ce qui amène beaucoup de gens à se questionner sur leur place, leurs émotions, leur identité, etc. Et puis n'oublions pas qu'on saupoudre par-dessus un peu de culture, de développement personnel et de course à la performance et on a un cocktail gagnant pour être bien anxieux. Donc, c'est pas étonnant non plus que l'on trouve de plus en plus de gens qui veulent se mettre dans des cases, se définir par des étiquettes, etc., etc. Mais pour moi, on décortique jamais trop, sauf quand on est vraiment un trouble anxieux généralisé. Et j'ai pas d'exemple vraiment précis qui me vient en tête, mais je sais que ça peut m'arriver de me braquer de manière assez instinctive et un peu irrationnelle.
Et je suis persuadée que souvent, c'est juste une question d'humeur à l'instant T et pas forcément une réaction héritée d'un trauma ou d'un schéma. Mmh. Je sais pas si c'est très clair ce que je raconte, mais en gros, est-ce que l'excuse de non, mais si je réagis comme ça, c'est parce que mes parents ils m'ont oublié au supermarché quand j'avais 4 ans. Mmh. Est-ce que c'est une excuse qui est vraiment valable à toutes les sauces? Comment reconnaître la différence avec juste une réaction qui est spontanée du présent? Mmh. Déjà, je pointe le terme excuse, mais on va Oui. aller le on va aller épiloguer ça. En fait, on peut parler justement par cette question du schéma, de la récurrence de certaines émotions ou de leur intensité, c'est-à-dire la question de la répétition. Moi, de ma place de psychologue clinicienne, il y a 2 grands types de choses qui, pour moi, emmènent les gens en thérapie. C'est une crise majeure dans leur vie ou l'impression qu'ils sont dans une répétition de quelque chose. Mais bon, on se rend compte que même dans les moments de crise majeure, il y a quand même de la répétition de quelque chose. Donc moi, j'ai l'habitude de dire que ce qui emmène les gens en thérapie, c'est toujours cette notion de répétition. Je demande toujours tellement de réassurance à mes conjointes que je me fais toujours crypter. J'ai fait un burn-out, mais en fait, ça fait 6 ans que j'avais X signes. Je ne sais pas prendre de décision. J'ai tellement peur qu'on m'abandonne que je quitte tout le monde, etc., etc. C'est quand même des choses qui nous font vraiment souffrir. Et puis encore une fois, on peut sortir des logiques binaires. Il faut souvent trouver un truc, un trauma, une étiquette, un trouble qui expliquerait tout ce qu'on est. On est quand même un peu plus complexe que un truc, non? Et je me rends bien compte en discutant avec des potes et même avec mes parents que ça crée un vrai fossé entre nous et les anciennes générations qui n'ont pas forcément justement, eux, cherché à évoluer ou bosser sur eux-mêmes. Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu observes fréquemment en thérapie? Par exemple, des enfants qui ne veulent plus répéter les schémas de leurs parents. Par enfant, j'entends pas forcément des mineurs, hein, mais voilà. Des familles qui ne se comprennent plus, des jeunes qui attendent des réponses et des parents qui parviennent pas à communiquer avec eux. Moi, de mon point de vue, je trouve que si les parents choisissent de ne pas créer ce pont avec leurs enfants ni se remettre en question, c'est à eux de l'assumer et pas aux nouvelles générations de supporter des situations dans lesquelles ils se sentent pas à l'aise. Très bonne question. On va dire que la façon dont ça se traite aujourd'hui n'est pas la même qu'avant. Aujourd'hui, on parle plus de ses émotions, on va plus les travailler en thérapie. Mais tu sais, moi, j'ai des gens de tous âges en thérapie, des enfants, des ados et des adultes, en gros, de 20 à 90 ans, j'ai même eu, donc tu vois. Oh, wow. Comme quoi il est jamais trop tard pour travailler sur soi-même. Exactement. Tout le monde a pu souffrir de ces émotions ou de la question transgénérationnelle, en fait, que tu amènes là. Et ce que je dis toujours à mes patients, c'est qu'on n'est pas là pour taper sur leurs parents en cabinet. On est là pour comprendre, écouter les répercussions inconscientes que ça a eu et donc essayer de se dégager de ces schémas-là. Pas forcément là pour faire un match de qui a les plus grosses fautes. On doit nous-mêmes se mettre au travail pour casser ces schémas. Heureusement qu'on a des choses à dire sur ses parents, parce qu'un parent lisse et aseptisé, c'est pas du tout bon non plus pour un enfant. Par contre, celui qui va en thérapie, il va forcément bouger. Et donc, il peut aussi emmener le système, c'est-à-dire la famille, à bouger avec lui. Chacun fait comme il peut avec ses ressources, mais le plus important, c'est que si on se met à travailler certains schémas ou traumas ou transmissions familiales, il faut que ce soit surtout pour nous qu'on le fasse, pas pour faire un match de boxe de, encore une fois, qui a les plus grosses fautes. Du coup, si cette personne va en thérapie et commence à bouger les lignes et que ce système familial décide de ne pas bouger, Ouais. c'est quoi les options? C'est Eh ben là, pareil, elle va le voir en thérapie, mais ça va être qu'est-ce qu'on fait par rapport à ces schémas-là? Est-ce qu'on accepte? Est-ce qu'on n'accepte pas? Est-ce que on veut couper les ponts? Est-ce que sans couper les ponts, on trouve une autre juste distance? On rentre dedans? Est-ce qu'on rentre pas dedans? Ça dépendra vraiment de la personne, mais ouais, c'est il y a pas de solution miracle. non, il y a pas de manuel de comment on fait. Je dis souvent à mes patients, j'ai pas un petit livre à sortir, vous dire, OK, il faut faire comme ça, j'ai une baguette magique. C'est au cas par cas et en fonction de ses propres stratégies. Donc, c'est ça qui fait que, c'est pas si facile. Il y a un truc que je trouve fou, c'est quand même que on se pose énormément de questions dans nos vies. Et parfois, quand je pense aux générations un peu plus anciennes, je me dis, mais en fait, c'est même pas qu'ils ont décidé de fermer les yeux sur la question et d'éluder le sujet. C'est juste que vraiment, foncièrement, ils ne se sont pas posé les questions.
Ben oui, tu vois, quand je te disais, on peut être fils ou fille d'agriculteur et finir PDG d'une boîte. Bah aujourd'hui, c'est peut-être plus simple. C'est beaucoup de travail, hein, on est d'accord, mais plus accessible. On va plus faire des études, on peut plus partir de sa région, on peut même aller à l'étranger, on peut faire des voyages, on peut faire plein de trucs. Et du coup, bah avant, ils se posaient beaucoup moins ces questions-là, parce qu'en fait, bah parfois, elles n'existaient pas. Donc c'est ça aussi les différences de génération. Et ça m'amène d'ailleurs à une autre réflexion. J'ai le sentiment que pour certaines personnes, leur bagage personnel, aussi lourd soit-il, ça justifie un peu les mauvais comportements qu'ils peuvent avoir avec leurs proches. Et ça a déjà dû nous arriver d'ailleurs, hein, d'un côté ou de l'autre, soit de subir un mauvais comportement, soit d'avoir le mauvais comportement avec ses proches. Comment est-ce qu'on se positionne là-dessus? Eh ben, en effet, certains se justifient de ça et non, c'est pas OK, en fait, de faire du mal à l'autre parce qu'on en a fait. Là, on serait dans la répétition d'un truc complètement projectif. La seule chose que je constate, moi, c'est que mes patients pour mes patients qui sont dans des traumas, des schémas complexes ou des tumultes émotionnels qui viennent traiter, mais en fait, eux, ils le prennent jamais comme justification. Ok, donc quelqu'un qui s'en servirait comme justification, c'est peut-être un peu quelqu'un qui finalement travaille pas tellement sur sa problématique. Je pense pas, quand même. Ok. Ouais. Et quand je t'ai proposé de participer à cet épisode de Flou, je t'ai montré toute ma petite liste de sujets, là, Yes. mon petit tableur Excel, et tu m'as tout de suite mis ce sujet-là qu'on est en train de traiter, en lien avec un autre thème qui est les défauts que l'on déteste le plus chez les autres sont-ils ceux que l'on a soi-même? Ouais. Et j'avoue que sur le moment, j'ai pas du tout capté le lien entre les deux parce que pour moi, ça n'avait aucun sens. Donc, est-ce que tu peux nous l'expliquer, s'il te plaît? Bien sûr. Alors, mon cerveau avait fait un petit truc qui, au final, après, je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'a parlé? Bon, je me suis re-questionnée. En fait, j'ai complètement su ce qui m'a parlé. On va dire que il y a toujours ces questions d'émotion et de schéma qui arrivent dans nos notions de comportement, comme je l'ai expliqué un petit peu tout à l'heure. On a tous des comportements en fonction de comment on est construit et d'où on vient. Et parfois, en fait, il va y avoir un effet miroir de nos propres défauts, ce qu'on appelle, ou plutôt insécurité. Par exemple, une de mes patientes, que je salue parce qu'elle m'a gentiment donné l'autorisation de raconter ça ici, Merci, madame. voilà, me disait cette semaine, non mais maintenant, quand on veut faire un truc avec ma sœur et que je la questionne et qu'elle me dit toujours ce que tu veux, je supporte plus. Vraiment, je veux plus entendre ça. J'ai envie de lui dire, mais positionne-toi un peu. Bah, devinez ce qu'on a beaucoup travaillé avec cette dame? Le positionnement. Ouais. Le positionnement, entre autres, à pouvoir exprimer ce qu'elle veut à l'autre et ne plus faire qu'en fonction des autres. Ça a été, et c'est encore un très beau travail avec elle. Mais du coup, quand elle se retrouve confrontée à ce phénomène qui la mettait mal et qu'elle a travaillé, elle déteste ça. Ça la renvoie à une insécurité passée. Après, il y a aussi le fait qu'une personne qui nous ressemble en termes de personnalité peut nous faire nous sentir en insécurité quant à notre place dans un groupe. On peut voir l'autre comme une menace si on a le même rôle social, caractère, qualité, centre d'intérêt. Et du coup, j'ai un peu relié ça au phénomène de projection, mais je sais pas trop si je maîtrise le sujet. On entend beaucoup ce terme de projection, hein, quand même. En fait, c'est un mécanisme de défense. Si je devais l'illustrer, je dirais que c'est vraiment le truc de dire en criant « Non, mais n'importe quoi ce que tu dis, c'est toi qui es en colère. Moi, je suis très calme. » En gros, c'est plutôt que de se dire « C'est en moi ». Je le projette sur les autres, d'où le mot de projection. C'est vraiment un mécanisme de défense inconscient. C'est quand on ne peut pas s'avouer les choses à soi-même. On est d'accord qu'il existe quand même des défauts qui peuvent nous agacer juste parce qu'ils nous agacent et pas parce qu'ils nous ramènent à quoi que ce soit. Par exemple, moi, je déteste le mensonge et justement, je m'applique à essayer d'être quelqu'un de le plus honnête possible dans ma vie, justement parce que j'aime pas ça et que je veux pas tomber là-dedans. Si j'aime pas les menteurs, ça me renvoie pas à moi-même. Alors encore une fois, comment est-ce qu'on fait la part des choses? Oui, des défauts peuvent nous agacer parce que ça vient nous confronter au système de valeurs que l'on s'est construit, donc pas forcément que à nos insécurités. Dans le podcast sur les règles, il me semble que tu disais que tu avais horreur que quelqu'un soit en retard. Oui, tout à fait. Ça, c'est par rapport à ton système de valeurs. D'autres peuvent y attacher moins d'importance. Le mensonge, c'est la même chose. C'est une histoire de construction sociale. Pour toi, la clarté est importante, donc tu vas t'attacher à être honnête. Et donc, tu ne vas pas aimer les gens qui ne le sont pas.
Donc, on revient aux règles finalement aussi. Et d'ailleurs, je trouve que les défauts, c'est quand même un peu subjectif, même totalement, parce que ça m'est déjà arrivé de trouver tel défaut à X personnes, et qu'en parlant avec un copain, parce que oui, parfois je bitch, on me réponde « Ah bah non, mais pas du tout, je trouve pas ». Ou alors l'inverse, qu'on me fasse la réflexion et que moi je suis en mode « Ah mais non, mais il est absolument pas égoïste ». En effet, en fait, tout ce qu'on dit depuis le début, nos émotions, nos constructions, nos schémas, ils nous forment des lunettes avec des filtres pour voir la vie. Et donc, on n'a pas tous les mêmes. Donc, notre réalité à chacun est bien différente de ce qu'on peut appeler le réel. Ce qui peut, en effet, amener à des biais perceptifs. Et puis, j'en reviens à ces constructions de valeurs et d'éducation. Mais on va dire, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, pour chacun, ça peut être un peu différent, en fait. On n'a pas la même notion du bien et du mal. Non, on va dire qu'on a la loi qui vient nous cadrer quand même un peu. Mais après, il y a quand même beaucoup de subjectif, quoi. Ouais. Et tout ça, c'est très intéressant, hein. Mais pour éviter que ce podcast ne dure une vie entière, je te propose qu'on attaque la dernière partie qui est comment finalement naviguer dans ce flou intérieur. Parce que là, on a balancé plein d'infos plus ou moins théoriques, mais une fois dans notre vraie vie d'adulte, comment fait-on pour s'en sortir? J'ai l'impression que ça nécessite de bien savoir doser, de réussir à trouver l'équilibre, etc., ce qui est pas tout le temps évident. Ce serait quoi tes conseils, justement, en tant que psy, pour pas se laisser submerger? Les premiers, moi, je vais dire parler, discuter, ne pas avoir peur de poser des questions aux autres. C'est quand on dialogue que l'on construit vraiment les choses. L'être humain, il se construit dans le langage et l'empathie. Et puis, en fait, la psychoéducation telle qu'on l'a fait aujourd'hui, c'est assez important. En fait, là, les gens, ils vont avoir plein de matos sur c'est quoi mes émotions, machin, les traumas, les schémas. Bon, beaucoup d'adultes, en fait, encore aujourd'hui, ne savent pas bien identifier leurs émotions. Moi, je le vois tous les jours au bureau. Donc, du coup, ça les empêche d'avoir des clés de lecture. Par exemple, le fait que la colère soit une émotion de protection peut tout de suite nous faire voir les choses différemment sur quand on rencontre la colère dans notre vie. Oui, parce qu'en plus, c'est hyper mal vu. Quelqu'un de colérique, c'est justement, il faut essayer d'être le moins en colère possible dans sa vie. On nous dit tout le temps, tu vas à la sortie d'une cours d'école, Timéo, te mets pas en colère pour rien. Et Timéo, il est pas en colère pour rien. Ça veut pas dire qu'il faut tout décortiquer, tout chercher, etc. Mais c'est des petites phrases qu'on entend tout le temps, putain, Janine en réunion, elle s'est encore mise en colère, machin. Enfin, en fait, on dramatise ça alors qu'en fait, ça nous donne quand même des infos. C'est que la personne, elle a été entravée, on n'a pas respecté ses limites, donc c'est quand même hyper important. Est-ce qu'on a demandé à Janine pourquoi elle était en colère? Je pense pas. On lui a juste dit, t'es en colère. Donc, en effet, sur la colère, on peut se dire, ok, contre quoi j'ai besoin de me protéger, qui, quoi, qu'est-ce qui dépasse mes limites, et surtout, où sont-elles mes limites? Et est-ce que je dois les retravailler? Ou est-ce que, en fait, là, c'est un peu no way, quoi. Et puis la psy, elle va encore vous dire d'aller voir un psy parce qu'on apprend vraiment à réfléchir différemment. Est-ce que tu crois que tout désamorcer comme ça, du genre « Ah tiens là, je me rends compte que tel comportement me dérange, qu'est-ce que ça vient réveiller chez moi ?» c'est tout sauf être naturel? En fait, ça le devient quand on fait une psychothérapie. Dans ce cas-là, on se pose plus vraiment la question de façon forcée. L'analyse des émotions et des schémas, ils arrivent assez naturellement parce qu'on a appris à le faire comme ça. C'est un apprentissage. Et quand tu as appris à faire du vélo, c'était tout sauf naturel à ce moment-là. Sauf qu'aujourd'hui, tu fais du vélo. Je voudrais qu'on termine sur un sujet qui est hyper en vogue. C'est l'autodiagnostic. J'ai l'impression que tout le monde devient HPI, hypersensible, hyper machin, hypotruc, enfin bref. On trouve des tests en tout genre sur Internet sans que ces personnes n'aient jamais vraiment été diagnostiquées par un professionnel. Pourtant, je crois que ça nous viendrait pas trop à l'esprit de déclarer je suis diabétique sans jamais avoir été consulter un médecin. Donc je sais pas si ce sont des gens qui sont un peu perdus, qui cherchent quelque chose auquel se raccrocher ou des solutions disponibles ou qui veulent se sentir un peu spéciaux. Bref, quoi qu'il en soit, quel est le danger de ce phénomène? En effet, et déjà, je vais remettre la base, mais il y a qu'un médecin psychiatre qui est à même de poser des diagnostics psychiatriques et psychiques, dont des troubles, d'une hypersensibilité, etc., etc. Même les psychologues, ils y sont pas habilités. Nous, les psys, on peut émettre des hypothèses diagnostiques et inviter nos patients à consulter des psychiatres pour un avis quand on en trouve. Mais c'est tout. Et l'autodiagnostic, en effet, moi, je pourrais dire que on en vient là, mais que les gens aujourd'hui, on sent qu'ils ont besoin de repères. On peut être
plein de choses aujourd'hui, c'est trop cool. On peut être fils d'agriculteur et finir PDG d'une boîte. On peut faire plein de choses différentes. Mais du coup, on a tellement de choix que parfois on est perdu. Ça, je le vois beaucoup avec mes patients. Et du coup, on sent que les gens, ils ont besoin de repères et donc, ils peuvent trouver des repères là-dedans, dans les cases. Et puis, j'en reviens encore là, mais il y a le mood de développement personnel qui a pas trop aidé là-dedans parce qu'il amène vraiment beaucoup à se mettre dans des cases. Je vous invite d'ailleurs à lire le livre de Julia de Finesse, Le développement impersonnel. Il est incroyable. Mais bon, en effet, un auto-diagnostic sans suivi, ça peut enfermer dans le « je suis comme ça, donc c'est pas ma faute et j'en fais rien ». Alors que quand on a de vrais diagnostics, on fait de la psychoéducation. On en apprend plus sur notre trouble ou notre affection et on essaye de travailler au mieux afin que le maillage entre nous-mêmes et le monde social soit le plus adapté possible et qu'on n'en souffre pas. Finalement, nos réactions, c'est un mélange de quoi Notre éducation, notre environnement. En fait, c'est un mélange de tellement de choses. J'aurais envie de dire que ce serait un peu réducteur de répondre avec « j'ai réagi comme ça ». Parce que, ouais. Mais tu vois, moi, quand je me suis posé la question, je me suis dit, putain, est-ce que, du coup, dans telle situation, c'est vraiment moi qui réagis de cette manière-là ou pas? Et au final, après, en parlant, là, je me dis, mais en fait, même si c'est un schéma construit chez moi qui réagit, ça reste moi quand même. Ouais. Parce que j'ai l'impression que je dissocie ces trucs-là, comme si c'était des petits trucs qui s'étaient rajoutés au fur et à mesure de ma vie, qui du coup étaient extérieurs un peu, mais intégrés quand même. Et je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais... Est-ce que t'as déjà joué à la pâte à modeler quand t'étais petite, comme un peu nous tous? J'adore. Plus très forte sur les couleurs, mais tu prends une pâte à modeler rouge, tu prends une pâte à modeler verte. Ok, la rouge c'est toi, et puis tu prends du vert qui sont un peu ces trucs extérieurs là que tu me dis, les schémas, les traumas, les machins, les émotions. Tu les mélanges à ta pâte à modeler là, et puis tu les mélanges et puis tu remélanges parce qu'on grandit et puis on en rajoute un petit peu machin. À la fin tu vas être un peu plus marron que rouge. Mais pourtant c'est toujours toi. Oui, mais c'est dur je trouve d'accepter de ne plus être rouge finalement. Ouais. Et en même temps, l'a-t-on déjà été parce que même un bébé, un fœtus, il est plus ou moins attendu, il est parlé, il est dans un environnement social, il est dans une histoire transgénérationnelle. Donc, en fait, on est nous-mêmes, mais toujours un peu dans le maillage par rapport aux autres. Enfin, un être humain seul, ça n'existe pas. Et ça y est, il est temps de conclure cet épisode. On a parlé de plein de choses. J'espère que vous avez réussi à nous suivre du début à la fin et que vous avez passé un bon moment, surtout. Moi, ce que je retiens de cet épisode, c'est que finalement, soyons doux et tolérants les uns envers les autres. C'est pas parce qu'on ne comprend pas ce que nous raconte la personne en face que c'est pas important. Et surtout, soyons doux avec nous-mêmes parce que la vie, c'est quand même un beau bordel. Et si on ne se sent pas légitime dans nos émotions ou dans notre histoire, on est un peu dans la merde quand même. Anaïs, merci d'être venue à la Casa et d'avoir participé à ce sujet. J'espère que tu as passé un bon moment toi aussi. Pour le mot de la fin, si tu avais qu'une seule chose à dire à quelqu'un qui se pose un peu toutes ces questions, qu'est-ce que ce serait? Consulter. Je vais vous mettre la petite carte de visite d'Anaïs à la fin dans la description. Non, lire, il y a écouter le podcast d'aujourd'hui. Il y a plein de chaînes, il y a plein de trucs. En fait, ce qui est important, c'est réfléchir, aller piocher du matos à droite à gauche, consulter, c'est sûr, mais se poser des questions déjà, se poser des questions, en parler, parce qu'en fait, on se rend compte que si on n'en parle pas, on a l'impression qu'on est tout seul avec ces questions-là. Ouais. Alors qu'en fait, si on commence à poser les questions un peu autour, on va voir que on n'est peut-être pas tout seul et on peut quand même vachement s'entraider entre nous. Et en même temps, il y a des choses. Moi, ma phrase fétiche, c'est tous les combats ne valent pas la peine d'être menés. Ah, c'est bien aussi en mode de la fin, ça. Et merci à vous, merci Anaïs, merci tout le monde d'écouter Flou encore et toujours. Bon courage pour les méandres de la vie et à très vite pour un nouvel épisode. Ciao. C'était Cécile pour un nouvel épisode de Flou. N'hésitez pas à me partager ce que vous en avez pensé depuis le compte Instagram flou-podcast. Et si vous avez aimé, vous pouvez vous abonner ou laisser des petites étoiles sur Spotify. Ça fait toujours plaisir. On se dit à très vite pour une nouvelle discussion.